Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette projection en avant-première d'Averroès et Rosa Parks, le nouveau film de Nicolas Philibert. Je suis très heureux que la Cinémathèque Suisse ait l'honneur de le présenter ici, en première ce soir, en présence de Nicolas Philibert. Et je rappelle que le film restera à l'affiche chez nous, dans notre salle, dans ce Capitole nouvellement restauré que vous commencez à bien connaître. Je suis personnellement très heureux d'accueillir Nicolas Philibert ici, dans cette salle rénovée, parce que, vous le savez sans doute, c'est un cinéaste important, un cinéaste essentiel par son regard, par les différents mondes qu'il nous a décrits et racontés grâce à sa caméra, avec sa patience légendaire, et le travail qu'il mène maintenant en 3 films, ce triptyque, on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, triptyque, c'est moi qui m'avance en disant triptyque, hein. Peut-être que Nicolas Philibert n'apprécie pas la terminologie, mais en tout cas, qui commence avec Sur l'Adamant, qui a remporté l'an dernier l'Ours d'Or à Berlin, qui continue avec celui-ci qui a été aussi présenté hors compétition cette fois-ci quand même, il ne fallait pas qu'il rafle tous les prix. C'est un autre documentaire qui a remporté l'Ours d'Or d'ailleurs à Berlin cette année, donc Averroès et Rosa Parks, et un autre film qui vient à peine de sortir en France, qui fait partie de la 3e partie, on aura probablement l'occasion de l'évoquer. Mais vous le savez, il a remporté plusieurs prix, des Césars, le prix Louis Deluc. J'ai juste le plaisir d'accueillir ici sur cette scène Nicolas Philibert. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Merci Frédéric. Oui. C'est un grand plaisir d'être ici, dans cette salle magnifique. Pas trop mal. J'ai rien préparé. Le terme triptyque me va très bien. Je passe mon temps à dire à celles et ceux qui disent une trilogie que c'est un triptyque et non pas une trilogie. C'est pas pareil. Donc c'est très bien. Merci. Bravo. Voilà. J'aurais aimé faire un sondage. Vous demandez à la salle qui de vous a vu Sur l'Adamant. Ah oui. Bien. C'est bien. Hein. C'est bien. Non, ça va m'aider aussi après dans la conversation, si je fais allusion à ce premier volet ou pas, ou jusqu'à quel point, etc. Parce que je ne veux pas trop parler du premier volet si personne ne l'a vu, vous comprenez. Voilà, que dire, juste un mot, ce film que vous allez voir, l'idée m'en est venue pendant que je tournais sur l'Adamant. J'ai eu envie d'élargir le cadre, au fond, de montrer un peu, je dirais, un versant plus sombre de cette psychiatrie. Pas de la psychiatrie, parce qu'il y a plein de psychiatrie, plein de façons de faire de la psychiatrie. Voilà, ce film, c'est donc un versant plus sombre. On est à l'hôpital, les patients que j'ai filmés là sont plus fragiles, plus vulnérables. Mais on y voit des soignants qui essayent encore aujourd'hui, dans un contexte vraiment très dévasté. La psychiatrie va très mal. La psychiatrie publique en France est littéralement exsangue, abandonnée. Mais on voit dans ce film une équipe soignante qui essaye encore de faire dignement son travail, qui essaye encore d'être à l'écoute des paroles singulières des patients qui sont là. Alors ceux qui ont vu Sur l'Adamant vont retrouver quelques-uns des personnes que j'ai filmées sur cette espèce de bâtiment, ce bâtiment flottant, l'Adamant. Et puis vous allez découvrir plein d'autres personnalités, plein d'autres personnages, voilà, à travers une série d'entretiens, filmés souvent en longueur, dans leur durée. J'en ai presque trop dit. Mais ce sera très bien. Et puis on revient pour en parler avec vous après la projection. Voilà. À Bonne tout à l'heure. projection. Merci. Merci à vous. Merci Nicolas, à tout à l'heure. Alors comme d'habitude, je vais poser quelques questions, mais après on pourra aussi passer le micro à la salle.
je vais peut-être commencer par la question la plus évidente, mais en même temps, je pense qu'elle est importante que tu nous l'expliques un tout petit peu. C'est ton intérêt, au fond, pour la psychiatrie. Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à faire le précédent, donc sur l'Adamant? Et en fait, bon, tu l'as dit tout à l'heure, que celui-ci naît de l'Adamant, mais en fait, déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce monde-là, que tu avais déjà rencontré, mais plus de 20 ans auparavant, si ma mémoire est bonne? Oui, et j'ai envie de repartir de cette toute première aventure cinématographique pour moi en psychiatrie, en 95, il y a, mon Dieu, 28 ans. J'ai tourné un premier film en psychiatrie à la clinique psychiatrique de Laborde, en France, près de Blois, dans un lieu assez singulier, une clinique un peu comme l'Adamant. Il n'y a pas de blouse blanche, aucun signe distinctif, etc., qui permet de désigner les uns et les autres. Et j'ai envie de dire un mot de ce tout premier film, parce que à l'époque, l'idée d'aller filmer en psychiatrie me déplaisait. Ce sont des proches qui m'ont dit « Tu devrais aller à Laborde ». J'ai résisté 1 an. L'idée de filmer en psychiatrie, de venir avec une caméra dans un endroit où les gens qui sont là ont besoin qu'on leur foute la paix, ont besoin de se sentir un peu à l'abri, au fond, à l'abri des turbulences du monde. Cette idée me déplaisait souverainement. J'avais beaucoup de scrupules. La souffrance, c'est pas du spectacle, etc. Les amis m'ont poussé. Au bout d'1 an, mais au moins tes scrupules t'honorent, mais va voir. J'ai fini par céder et par décider de passer 3 jours à la clinique de Laborde. Et là, j'ai rencontré des patients, des soignants, des patients en particulier qui m'ont dit « Ah, vous avez peur de venir nous filmer, vous avez peur de nous instrumentaliser avec votre caméra, mais on sera là, on va venir vous aider. » Et en quelque sorte, ça a été magnifique, des patients m'ont au fond poussé à me confronter à ma peur, mes scrupules, à mes doutes, à mes questions, à tout ce qui me freinait, et m'ont poussé à, au fond, essayer de surmonter tout ça. Donc j'ai fait, à ce moment-là, déjà un chemin dans la psychiatrie. Il y a une part de peur qui est tombée. Et voilà que 25 ans après, j'ai envie de faire ce film sur l'Adamant, le premier volet de ce triptyque. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, j'ai jamais quitté Laborde. Non pas que par nostalgie, mais parce que ça a été une aventure humaine si forte, si dense, la rencontre avec des patients en psychiatrie. Ça a été une chose si forte pour moi que cette chose-là a continué à m'occuper, à me questionner, à me hanter. Pourquoi ? Peut-être parce que les personnes qu'on rencontre dans le monde de la psychiatrie sont des gens qui, je dirais, peuvent vous inquiéter, peuvent vous faire un peu peur, peuvent vous dérouter, vous questionner, mais ce sont souvent aussi des gens qui vous poussent à réfléchir tout le temps, comme ce sont des inquiets, des gens qui sont perpétuellement en quête de sens et qui, quand on parle avec eux, vous poussent dans vos retranchements, vous lâchent pas. Les gens qu'on rencontre en psychiatrie, j'ai envie de dire, on la leur fait pas, quoi. Donc c'est des gens qui se contentent pas de réponses toutes faites, qui se contentent pas de réponses en pirouette. Et ça vous oblige, ce sont des gens qui nous obligent, qui mettent la barre très haut, souvent. Une conversation avec certains de ceux que vous avez vus dans ce film, on peut évoquer la philosophie, mais il y a des cinéphiles, il y a des gens qui ont un regard aigu, une grande lucidité. Il me semble que dans ce film, Averroès et Rosa Parks,
il y a de l'intelligence qui circule, il y a des patients qui... Voilà. Et pour un cinéaste, au fond, ce monde de la psychiatrie, c'est un monde qui vous empêche de vous endormir. C'est un monde qui vous tient en éveil, qui vous aide vous donne à penser tout le temps. J'ai fait une réponse très longue, je suis désolé. Non, on a tout le temps, il n'y a pas de problème. Enfin, j'avais besoin de faire ce petit détour pour dire quelque chose du parcours qui a été le mien avec cette chose-là, au fond. Hein. Mais justement, tu reviens à la psychiatrie sur l'Adamant, qui, on peut peut-être le repréciser, donc, se déroule dans un espace de jour, donc, ou un accueil de jour, où justement les patients travaillent, font des choses, ont des activités, enfin c'est un monde ouvert. Et là, tu te confrontes au monde fermé, enfin c'est ce que tu évoquais dans la présentation. Alors, c'est encore une autre plongée, c'est comme une étape de plus, enfin c'est quelque chose qui est tout de suite, et tu le décris très bien dès le début avec ce fameux plan d'où on a lancé la caméra en l'air, et où le personnage qu'on n'identifie pas immédiatement comme étant un patient d'ailleurs, évoque l'idée que c'est une architecture qui est celle des hôpitaux, des prisons et des écoles, ce qui n'est pas très rassurant. Et donc voilà, enfin savoir qu'est-ce qui t'a poussé de retourner vraiment là-dedans, surtout par rapport à cette situation difficile que tu évoquais tout à l'heure, d'une forme de déréliction du traitement de la psychiatrie. En tournant ce film sur l'Adamant, à un moment je me suis dit je peux pas en rester là, parce que l'Adamant c'est quand même un lieu très singulier, un peu exceptionnel, de par son ouverture, de par la beauté du lieu, cette sorte de péniche avec des beaux matériaux, du bois, la proximité de l'eau. On est au cœur de Paris, sur la Seine, quand la plupart des lieux de la psychiatrie sont loin du regard, je dirais, derrière des murs, etc. Et je me suis dit, si je m'en tiens à ça, je vais donner une image peut-être un peu bisounours de la psychiatrie. Il faut montrer le contre-champ. Il faut montrer un lieu plus classique. Ces différents lieux, Averroès et Rosa Parks d'une part et l'Adamant, appartiennent au même secteur psychiatrique. Vous l'avez sans doute compris, il est question souvent de l'Adamant. Hein. Les patients circulent d'un endroit à l'autre. Il y en a qui sont hospitalisés, d'autres qui sont chez eux, mais ils peuvent les uns et les autres aller sur l'Adamant pour des activités, etc. Voilà, j'ai pensé que c'était important de montrer un visage plus dur de la psychiatrie à travers des patients qui traversent des moments plus vulnérables. Mais il n'empêche qu'on entend à travers leurs paroles une grande lucidité, et j'ai envie de dire une grande porosité à la violence du monde. Parce qu'au fond, moi j'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais j'ai souvent eu le sentiment que les patients en psychiatrie sont des personnes qui, de par leur lucidité, présentent une grande porosité à la noirceur des choses, à la noirceur du monde, quand nous, qui est ce nous, quand beaucoup d'entre nous savons un peu nous protéger. On arrive à se forger une carapace. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, des choses qui sont si violentes qu'on ne veut pas les regarder. On se protège un peu. Beaucoup de patients en psychiatrie donnent l'impression de prendre la violence du monde de plein fouet. Et cette porosité et cette lucidité vont de pair, peut-être. Ce qui est frappant dans tout le film, c'est quand même ce dialogue qui arrive à s'installer entre soignants et soignés, entre guillemets, hein, et cette écoute qui est assez impressionnante, parce que même dans des situations peut-être plus violentes,
comme avec Nombrosio, je crois qu'il s'appelle, qui tout d'un coup a une gestuelle et une attitude extrêmement violente tout d'un coup, et que le soignant arrive à désamorcer, à calmer, etc. Ou la soignante. C'est assez fascinant de voir. Et comment tu as abordé les deux parties, c'est-à-dire à la fois les soignants d'un côté et de l'autre les soignés, si tu me passes l'expression. Les uns et les autres sont des personnes qui ont accepté de s'exposer. Et je dirais pour qui c'était peut-être le plus difficile, c'était les psychiatres, c'était les soignants. Oui, parce que ils avaient peut-être un peu peur de comment est-ce qu'ils seraient jugés par leur père, par les autres psychiatres, etc. C'était pas évident d'accepter ça, d'autant que certains sont parfois à l'aise, d'autres sont un peu maladroits. Il y a des automatismes ici ou là. Enfin, ça n'allait pas de soi pour eux. Mais bon, ils ont volontiers accepté de se laisser filmer. De même que ces patients-là, il y a des gens à qui j'ai pas proposé d'être filmés, des patients qui semblaient trop mal, trop délirants pour certains, trop fortement sous l'emprise des médicaments, des personnes dont je pensais que si je les filmais, ça pouvait se retourner contre eux, ou ça serait à leurs dépens, ou à leur insu, chez certains. Mais tous ceux que j'ai filmés semblent avoir, en tout cas les patients semblent avoir accepté en pleine conscience. On peut interroger cette notion aussi, de conscience, de pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens, mais quand même, il me semble qu'ils et elles ont accepté la caméra assez simplement, cela, comme étant une preuve de considération, au fond. Ils ont été nombreux à me le dire. Quand j'ai filmé sur l'Adamant aussi. Ces personnes qui sont éternellement marginalisées, regardées, stigmatisées, regardées comme potentiellement violentes, dangereuses, comme étant, comme pouvant faire peur, y compris à leur entourage, comme étant très isolées. Ces personnes sont très, très seules. Personne ne les écoute. Et tout d'un coup, une caméra, un cinéaste, leur tend, une caméra, oui, pour recueillir leur vision du monde, leurs paroles, leurs regards, leur éprouvé. Et ils ont, en général, accepté tout ça. Il y a une chose qui est assez frappante dans la parole des soignés. On entend souvent l'idée, comme le dit d'ailleurs la femme que l'on voit en dernier, dont le témoignage est assez puissant et même violent parfois par son attitude et par ce qu'elle a vécu, c'est cette idée que je veux la paix, je veux être chez moi. Et parfois, il y en a d'autres qui évoquent aussi l'idée de pouvoir travailler, en fait, une sorte d'idée de normalité qui passe par l'idée d'avoir un chez-soi, d'avoir une espèce de quotidien tout à fait simple. Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent dans toutes les rencontres que tu as eues, et est-ce que certains d'entre eux sont retournés, au fond, ont pu récupérer cette forme d'autonomie ? Oui, Noé, le prof de philo, retravaille. Il a retrouvé un poste à la rentrée depuis septembre. Pour l'instant, ça va, ça tient. On est en lien, en contact, on se parle de temps en temps.
Il a des projets, c'est un artiste aussi par ailleurs. Il dessine énormément, il fait des fresques. Il va être bientôt exposé dans un musée à Bruxelles. Monsieur Obadia, le premier entretien, a retrouvé un logement. J'ai un peu perdu sa trace. Il n'a pas souhaité venir voir le film quand on a fait une grande projection. Il n'a pas souhaité. Je pense que quelques-uns d'entre eux n'avaient pas forcément envie de se voir à l'écran dans ce contexte de l'hôpital. D'autres sont venus. Alors oui, il y a cette idée chez certains d'être comme tout le monde. Pascal, qui voudrait payer des impôts pour retrouver un statut pour être un citoyen, pour être un peu comme tout le monde, il aimerait ça. Mais quand Laurence, à la fin, parle de la paix, retrouver la paix, je pense que c'est pour moi, je sais pas, on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais il me semble que c'est surtout une sorte de paix intérieure, parce que dans sa tête, parfois c'est un enfer, comme chez beaucoup de patients qui entendent des voix, des injonctions. Pour certains d'entre eux, c'est un combat permanent. C'est ces voix qui vous dictent de faire ci, de faire ça. Pour certains, c'est horrible, épouvantable. Et donc, ils sont tout à fait intranquilles. Et elle, elle donne l'impression d'être tout le temps en butte à ses voix intérieures. Je pense qu'on peut essayer de passer la parole. Il faudrait mettre un peu plus de lumière dans la salle pour qu'on les voit, parce que là, on ne vous voit pas. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a une question quelque part? Un micro? Le micro est là, mais... Ah, c'est bien de voilà, vous voir. Ici, voilà. Oui, ici. Oui, bonsoir. Merci pour le film. J'ai une petite question par rapport au dispositif. Il y a quand même 2 caméras. Oui. Et je voulais savoir un peu la question de la focale, en fait. Quelle distance juste par rapport au protagoniste? Et puis la question aussi, quel dispositif vous avez utilisé? Et puis aussi le contrat avec les patients. Est-ce qu'il avait le droit de couper des scènes? Alors, le droit de couper des scènes, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas le droit absolu de me dire, après l'interview, finalement, j'aimerais autant pas être dans le film, ou bien, il y a un moment dans l'entretien, j'ai évoqué ci ou ça, ça m'ennuie un peu. C'est arrivé une fois ou deux. C'est arrivé avec M. Obadia, le premier, qui évoque sa famille à un moment, et qui m'a dit après, quand je parle de ma mère, là, s'il vous plaît, j'aimerais autant pas. Oui, d'accord, très bien. Mais vous savez, ce qui lie un cinéaste documentariste à ses personnages, à ses protagonistes, c'est les gens que nous filmons ont une sorte de droit ou de mort sur le film. Imaginez que tout d'un coup, les protagonistes disent « Finalement, on ne veut plus, je ne peux rien faire, je ne peux que m'incliner et dire « Entendu, d'accord, il n'y a pas de film. » Voilà, donc le contrat, c'est quelque chose comme ça. Ça repose sur... il n'y a aucune subordination. Les personnes ne sont pas payées pour être filmées. Elles acceptent. Mais le cinéaste n'est pas à l'abri d'un retrait. Voilà. Moi, j'explique le mieux possible ce que c'est que ce film,
etc. Les tenants et aboutissants de la chose. C'est un film pour le cinéma, etc. Voilà. Mais après, chacun, les uns et les autres, sont très libres de... Et puis, je dis toujours que... enfin, moi, comment dire, je n'insiste jamais. J'aime pas... voilà, quelqu'un qui veut pas être filmé, respect total. Je suis pas celui qui va chercher à forcer, à pousser. Si on veut pas être filmé, on veut pas être filmé, point. On a parfaitement le droit de pas être filmé. Et il n'y a pas de culpabilité à avoir si on ne veut pas être filmé. Je le dis, je le répète. Voilà, c'est des choses comme ça. Après, les producteurs vous poussent aujourd'hui à signer un papier, mais c'est pas parce que les gens vous signent un papier que tout d'un coup on aurait le droit de faire ce qu'on veut. Ben non. Sur le filmage, ben, il y a 2 caméras, on est 3. On est 3 et on est proche. On est à 1m20, 1m30 des personnes qu'on filme. On est là. Et puis une 3e personne qui prend le son. On est là, on est avec eux, avec elles. On est présent, on les soutient du regard. Il y a un peu de complicité dans ces moments-là. Il y a une complicité, oui. Les personnes ont accepté d'être filmées. Je pense que ces entretiens n'auraient peut-être pas duré autant s'ils n'avaient pas été filmés. Mais le fait que les caméras soient là, au fond, poussent les uns et les autres à continuer un peu. Ils sont plutôt contents de cet échange avec un soignant, content sans doute aussi que ça soit devant témoins, d'être filmé. C'est une preuve de considération, je l'ai dit déjà. Voilà. Merci. Là, au milieu, il y a une question, monsieur, là-bas. Le micro arrive, de l'autre côté. Oui. Ah ben, pardon, non, après. Mais je sais oui. pas. Il y a deux... Allez-y. Allez-y, madame. Après, je passerai à monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas vu votre premier film. J'ai été très, très touchée par celui-là. Apparemment, vous avez choisi des lieux d'exception. Ne serait-ce que, par exemple, le non-port de la blouse blanche, qui est quand même pas une chose ordinaire dans les hôpitaux. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fait dire précédemment et plus généralement que la psychiatrie est en train de se déliter. Je dis ça parce que, alors je parle de la psychiatrie pour être précis, hein, j'évoque la psychiatrie publique en France. Et pour avoir visité pas mal de pays européens avec le film précédent sur l'Adamant, j'ai le sentiment que c'est très très largement répandu. Qu'est-ce qui se passe au fond? La psychiatrie, d'abord, est un peu déconsidérée dans le milieu médical. En France, la psychiatrie, c'est la spécialité qui est choisie un peu en dernier. Et donc, il y a une sorte de presque de mépris de la part du corps médical pour ceux qui font psychiatrie. C'est pas vraiment de la médecine, c'est pas noble, etc. Il y a comme ça presque un rejet. Mais plus grave que ça, en tout cas, ce que j'observe, ce que j'entends, et on ne peut plus ouvrir un journal, ni une télé, ni une radio sans entendre ça. La psychiatrie souffre cruellement d'un manque de moyens, manque de lits. On a supprimé 20 à 30 000 lits depuis 30 ans. Manque de moyens humains, surtout. Les gens désertent ces professions. Il y a un manque crucial d'attractivité. Pourquoi? Parce que, comme il manque du personnel, ceux et celles qui restent sont débordés de travail, sont
inondés de tâches administratives et qui sont de l'ordre du management, des tableaux à remplir, des tableaux Excel, des trucs comme ci, des évaluations, des machins, de la traçabilité, bref. Tout ce temps qui est volé au temps qui devrait être consacré aux patients, à les écouter, à les aider chacun à reconstruire un lien avec le monde, avec soi-même, etc. Donc, désertion massive, manque d'attractivité et désertion massive, les infirmiers en particulier, infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, désertent la psychiatrie, sont remplacés par des intérimaires qui sont mieux payés, ce qui crée un truc un peu étrange dans les équipes, parce que les intérimaires s'investissent pas de la même manière que les gens qui sont titulaires. Ils sont parachutés, ils restent là une semaine, mais ils sont mieux payés que les autres. Tout ça crée du malaise. Beaucoup de gens s'en vont. Voilà. La question de la blouse blanche, quand même. Oui. Parce qu'elle disait que, justement, ce qui l'avait frappé, c'était l'absence de blouse blanche. Et c'est si tu l'avais choisi vraiment exprès ou c'est un peu une situation assez courante dans les... Non, c'est assez fréquent que les psychiatres... Il y a des services où les psychiatres portent des blouses blanches. Là, dans ces deux unités où j'ai tourné, non. Si, il y en a une, mais elle est pas filmée. Il y a une psychiatre qui portait une blouse blanche. Donc, c'est pas systématique. Et alors, les infirmiers, parfois, la mettent, ou l'aide-soignante, les aides-soignantes en mettent. Bon, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ce lieu. C'est parce que j'ai commencé le premier film sur la démence au sein du pôle psychiatrique Paris-Centre pour les patients des premiers arrondissements de Paris. Et c'est dans ce même secteur psychiatrique que se trouvent ces deux services. Donc il y a une cohérence géographique, on peut dire. On retrouve d'un film à l'autre certains patients. On peut voir les films dans le désordre, si on veut d'ailleurs. Hein. Oui ? Il y a monsieur ici, là au milieu. Ouais. Attendez, madame. Attendez, madame, s'il vous plaît. Il y a monsieur qui doit poser une question. Monsieur. Puis après, oui. Ce sera vous. Deux questions. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que de filmer ces gens, de leur donner beaucoup de considération, a un effet thérapeutique sur eux? Est-ce que l'équipe soignante vous en a parlé? Et puis, l'autre question, quel est le retour que vous avez eu de la part des patients lors de la projection que vous avez faite avec eux? Alors, l'effet thérapeutique éventuel, c'est pas tant les équipes qui m'en parlent, mais c'est les soignants. C'est les patients qui me parlent de ça. Quel jour on est? Mercredi. Samedi, j'ai fait, dans une salle parisienne, j'ai présenté les 3 volets du triptyque. Le premier film à 15h, après 17h15, 20h le troisième. Et tout d'un coup, voilà qu'arrive Frédéric, un patient que j'ai filmé sur l'Adamant et qui est venu voir le 3e volet et qui, à mes côtés, a participé au débat. On a fait le débat tous les deux. Voilà, il a évoqué combien ces films qu'il a vus maintenant 6 fois, 8 fois peut-être, combien ces films lui faisaient du bien, combien il se sentait heureux de cette aventure de cinéma. D'autres l'ont, chacun avec son vocabulaire, beaucoup l'ont dit que ces films leur avaient fait du bien, mais au fond, vous savez quoi, à l'hôpital, on s'emmerde.
Les gens tournent en rond, n'ont rien. Tout d'un coup, arrive une petite équipe de cinéma et on parle beaucoup. Et je vous donne un exemple différent. Il y a un monsieur, quand j'ai tourné ce film-là, qui m'a dit d'emblée, moi, je ne veux pas être filmé. Il n'avait pas envie d'être identifié comme patient en psychiatrie. Mais en parlant un peu avec lui, je comprends que c'est un type qui fait de la photo, qui s'intéresse beaucoup à l'image, etc. Et voilà que je commence à filmer des réunions, ces fameuses réunions soignants-soignés qu'on voit dans le film. Et ça l'intéressait beaucoup parce qu'il venait à ces réunions, etc. Mais il venait aussi beaucoup pour voir comment on faisait. Et au bout du 3e jour, il a commencé à venir voir ce que je filmais comme ça, comment je cadrais, Puis il commençait à dire, à m'interroger sur mon cadre. Peut-être je pouvais faire un peu autrement, élargir un peu. Là. Bref, je ne dis pas qu'il a fait partie de l'équipe, mais un peu, je l'ai associé au tournage de certaines situations. Voilà, l'équipe, la présence d'une petite équipe qui est là, attentive à toutes ces personnes, dans ce contexte bien particulier, ça a un effet thérapeutique, qu'on le veuille ou pas. Merci. Madame, là. Attendez le micro. Merci. Je suis un peu impatiente parce que j'attends le résultat de Real Madrid, Bayern Munich. Que vous dire? J'ai 63 ans. En 2008, j'ai eu un gros choc dans ma vie et j'ai passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique, 17 fois. Et votre film, il m'a poignardé. Pas poignardé dans le sens négatif, mais c'est tellement ça. Tellement ça. Toutes ces heures perdues avec des soignants, des soignés, à essayer de trouver des solutions. Et puis, quelles sont les solutions? Moi, ce qui m'intéresse ce soir, et puis là maintenant, de savoir, mais c'est qui le public? Qui sont les soignants? Trois personnes. Les soignés, pareil, et les autres. Alors on fait quoi, monsieur, avec ça? Alors, pardon, On fait quoi avec ça? On fait quoi avec ce constat? Je suis totalement d'accord avec vous. L'hymne à la joie, c'est juste un choix prodigieux par rapport au générique. Mais on fait quoi là avec tout ça? On fait quoi? Comment on soigne? Pourquoi on soigne? Oui, ce que vous dites me fait penser. Ce que vous dites me fait penser à une intervention de M. Obadia. Vous voyez qui est M. Obadia, hein, le patient qui est là dans le premier entretien, etc. À qui on essaye de l'installer dans un appartement partagé, un appartement thérapeutique, etc. Dans une des réunions, c'est une chose que je me souviens pas de l'avoir filmé, en tout cas, c'est pas dans le film, mais il avait eu une question très belle. Il avait interrogé les soignants en disant « Mais
qu'est-ce que vous attendez de nous, au fond? Qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est d'ailleurs quand il dit, mais l'Adamant, quelle est la finalité de l'Adamant? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le but? C'est quoi le message, dit-il? Et ce monsieur Obadia disait, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Est-ce que vous voulez, au fond, qu'on soit comme vous? C'est ça la question, cette belle question qu'il posait. Est-ce que il faudrait qu'on soit tous pareils dans une sorte de normalité, ou bien est-ce qu'on a le droit d'être comme on est? Et j'ai l'impression quand même que, en tout cas sur l'Adamant, je l'ai ressenti, et peut-être ici aussi un peu, que des soignants, j'ai envie de dire, dignes de ce nom, sont peut-être ceux qui essayent d'aider chacun à vivre dans notre monde comme il est, en l'aidant pour qu'il y ait quelque chose qui tienne. Parce qu'il s'agit au fond de ça pour tout un chacun, pour chacun de nous, tenir dans le monde. Le monde est tellement difficile. La vie en société, vivre, c'est pas un métier, mais c'est ô combien difficile de vivre. Et la question de M. Obadia, c'était implicitement, c'était un peu ça. Est-ce que vous voulez qu'on soit comme tout, qu'on soit dans la norme, bien sage, ou est-ce qu'on peut avoir une petite chance d'être un peu comme on est? Alors, c'est ce qu'on dit à M. Noé, le prof. On lui dit, attendez, vous êtes très très exalté, essayez de rester comme vous êtes, mais faites un peu gaffe, quoi. Il faut faire avec, donc voilà. Bon, après, qui est soignant? Vous avez posé la question, qui est soignant? Moi, je pense que, et ça rejoint la question de monsieur, je pense qu'il ne faut pas confondre le statut de soignant et la fonction soignante. On peut avoir une fonction soignante si on est géographe, dentiste, cordonnier, cinéaste, prof de lettres, patient. Un patient peut avoir une fonction soignante auprès d'un autre. Ben oui, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Il y a, quand Noé propose ses bras à Laurent en disant prendre dans les bras, l'autre ne veut pas, mais il se propose de lui faire un câlin, au fond. Hein. Je vous rappelle que le film Averroès et Rosa Parks sera à l'affiche tout le mois ici, au Capitole. Donc n'hésitez pas à le dire autour de vous, puisque vous êtes restés, on peut supposer que le film vous a plu et vous intéresse. Le film est sorti en même temps à Genève, au cinéma du Grutli. On se réjouit d'en voir la troisième partie du triptyque, et pour sûr, on va essayer de trouver le moyen de le montrer ici aussi, parce que oui, c'est important que notre public puisse avoir vu les trois, sans aucun doute. Peut-être encore juste un mot alors sur ce troisième volet du triptyque, pour que les gens aient... Voilà, un petit teaser comme ça, comme on dit dans le métier. Alors le troisième film, je ne sais pas si on l'a dit au début, mais je vais vous le dire, il s'appelle, le troisième volet, ça s'appelle « La machine à écrire et autres sources de tracas ». Voilà, alors en 2 mots, il ne faut pas trop le raconter, mais quand même, c'est un film qui est construit sur... qui repose sur des visites à domicile que font des soignants qui travaillent sur l'Adamant, qui sont un peu bricoleurs, qui savent faire un peu d'électricité, plomberie, que sais-je, et qui vont de temps en temps porter secours à des patients
quand l'un d'eux se trouve confronté à un problème domestique, un truc qui ne marche pas à la maison, un meuble à monter. Voilà. La première, le film repose sur quelques visites à domicile. La première de ces visites, le titre en dit quelque chose, c'est chez un homme qu'on voit sur l'Adamant d'ailleurs, un homme qui vient tous les matins sur le bateau pour écrire un poème en alexandrin, s'il vous plaît. Depuis plus de 20 ans, l'Adamant n'existait pas il y a 20 ans, mais depuis plus de 20 ans, il écrit tous les matins à la main un poème. De retour chez lui, il le tape à la machine. Et voilà qu'un jour, sa machine à écrire se bloque, tombe en panne. Donc il fait appel à ces garçons, à ces soignants, qui sont des trentenaires. Ils n'ont jamais vu de machine à écrire de leur vie. Et ils vont devoir relever ce défi, réparer une machine à écrire. Alors, que dire, mais pour ces patients, pour cet homme, Patrice, sa machine à écrire ne marche plus, c'est comme si le monde s'effondrait pour lui. C'est tellement ritualisé, c'est tellement sa vie, ce quotidien, que tout d'un coup, c'est comme si on lui coupait les bras. Et donc, ils vont devoir essayer de... C'est assez burlesque, d'ailleurs, ils vont devoir essayer de réparer cette machine pour, au fond, un peu lui sauver la vie. Hein, voilà. C'est la première histoire du film. C'est un film plus court, plus léger dans sa... plus léger que celui que vous venez de voir. Voilà, qui vient de sortir en France. Nicolas Philibert, merci. Merci Frédéric. Et à tout bientôt, j'espère. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.